Les vraies voix ce soir, Philippe Bilger, magistrat, le regard de l'homme sage, Lydia Guirous, éditeur. Oui, bien sûr, Philippe, enfin, vous l'êtes. J'allais dire libre, mais c'est pas forcément, j'espère, incompatible avec la sagesse. Je vous le confirme. Pécressiste. Tiens, c'est Lydia Guirous que j'allais représenter, spécialiste politique, éditorialiste, notre journaliste Lydia. Et puis, l'aspect artistique, l'auteur qui est avec nous, Tom Conan. Voilà, ils sont les vraies voix ce soir, avec aux manœuvres l'excellent Jamel Abdelak à la réalisation. Et puis, nous lançons donc le débat. Le débat, l'OTAN montre-t-elle son impuissance? Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Vous pouvez bien sûr voter sur le compte Twitter. Il y avait aujourd'hui un sacré marathon diplomatique. Ce matin, l'OTAN, avec ses 30 membres, se réunissait sur la question de la guerre en Ukraine et de l'attaque des Russes. Les 30 membres qui ont laissé la place aux 7 membres du G7 en début d'après-midi. En fin de journée, début des 27, l'Union européenne également se réunit. Une conférence de presse a eu lieu il y a de cela 1 heure. Voici cet extrait, petit extrait du président Emmanuel Macron à la sortie, donc, et il revient notamment sur notre sujet, l'OTAN. Le sommet de l'OTAN de ce matin a permis d'acter plusieurs éléments. D'abord, une unanimité pour continuer de renforcer le soutien à l'Ukraine, lui fournir les armements défensifs, les matériels dont elle a besoin. Le deuxième élément qui ressort de notre sommet, c'est la nécessité de dissuader toute escalade du conflit sans jamais donner le moindre prétexte aux arguments bien connus et très souvent employés par la Russie pour les provoquer. L'OTAN a fait un choix qui est de soutenir l'Ukraine pour arrêter la guerre, sans faire la guerre, comme je le disais. Et donc là aussi, nous avons décidé d'intensifier les travaux pour prévenir les scénarios d'escalade et évidemment nous organiser en cas d'escalade. Nos vraies voix ont évidemment une réflexion à vous convier et notre expert a à nous éclairer. Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bonsoir. bon, vous avez entendu notre question, volontairement interrogative et donc provocatrice. Provocatrice. Bien sûr, l'OTAN montre-t-elle son impuissance? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui ressort, donc ce que le président Macron a bien voulu redire, ce qui en ressort de ce rendez-vous exceptionnel, vous semble-t-il aller dans le sens d'une confortation du rôle de l'OTAN dans le sens où elle est nécessaire? Écoutez, il y a dans cette question une partie d'une réponse qui semble un peu paradoxale. L'OTAN semble inactive, en tout cas elle l'est puisque les pays en question qui se sont réunis aujourd'hui n'ont pu que démontrer le fait qu'ils n'allaient pas accélérer ou changer la posture qui est la leur depuis 29 jours de combat, c'est-à-dire d'une non-intervention. D'ailleurs, on évite d'évoquer les choses qui fâchent, on évoque des armes défensives. Les armes sont de toute façon offensives, puisqu'il s'agit de fournir des missiles anti-navires ou des missiles anti-aériens qui vont donc de facto détruire des appareils russes. Mais néanmoins, le sommet de l'OTAN a montré un visage ambivalent de l'Alliance Atlantique. Premièrement, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ce que le président Emmanuel Macron avait évoqué il y a de cela plusieurs mois, à savoir que la mort cérébrale de l'OTAN n'est pas au rendez-vous. Au contraire, elle s'est d'une certaine façon réveillée grâce à Vladimir Poutine, avec une utilité qui semble, sur le papier, tout au moins, être de nouveau au rendez-vous. La plupart des pays africains, des pays de l'OTAN ont décidé donc de renforcer leur posture défensive sur le pilier oriental de l'Alliance Atlantique et précisément les pays qui sont frontaliers de l'Ukraine, c'est-à-dire la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Mais néanmoins, tout est dans l'ambiguïté et dans le caractère ambivalent de votre question. L'OTAN n'est pas en Ukraine, donc l'OTAN n'interviendra pas en Ukraine, l'OTAN ne fera pas de guerre. Oui. Le président Macron l'a évoqué. D'ailleurs,
D'ailleurs, il est intéressant de noter que 30 pays, ce n'est pas énorme. Hein, si on enlève les deux grands pays du nord de l'Amérique, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, beaucoup de pays, comme la Finlande ou la Suède n'y sont pas, souhaitent y venir, justement. Alors, Philippe Bilger, réaction et puis sollicitation de notre expert. Absolument. Emmanuel Dupuis, comme vous êtes un spécialiste et que je ne le suis pas, j'ai l'impression que mon propos va être pertinent puisque je vous rejoins en grande partie. D'abord, vous avez rappelé à quel point, contre le désir de Poutine, en définitive, l'invasion de l'Ukraine a donné une force et une nouvelle identité à l'OTAN qui est sortie de la mort cérébrale à supposer que celle-ci l'ait jamais affaiblie à ce point-là. Rappelons que c'était une déclaration du président Macron en novembre 2019. Voilà. De second élément, et la question de Sud Radio est provocatrice tout en étant pertinente, est-ce que on ne peut pas parler d'impuissance de l'OTAN sous votre contrôle, Emmanuel, puisque en réalité, les limites que l'OTAN s'impose sont celles qu'elle ne pourrait pas répudier, sauf évidemment à enclencher un processus qui nous entraînerait dans une troisième guerre mondiale. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire, en résumant, que l'OTAN n'avait pas d'autre choix et que le choix que l'OTAN a fait, les propositions formulées par Emmanuel Macron, sont les seules qui étaient fiables et opératoires? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Philippe, en rappelant aux éditeurs que, comme l'Union européenne, l'OTAN est composée d'États et que, évidemment, ce n'est pas une organisation hors sol. C'est une alliance qui, évidemment, permet de faire converger, autant que faire se peut, les intérêts stratégiques de ces 30 membres. Comme vous l'avez rappelé, 28 sont européens, 2 sont transatlantique ou euro-atlantique, en l'occurrence le Canada et les États-Unis. Et un pays est à cheval sur 2 continents, rappelons-le, ça a son importance, c'est la Turquie. Et la Turquie, absolument. Voilà. Oui, vous avez raison de rappeler que la Turquie joue un jeu singulier au sein de l'Alliance Atlantique. Elle n'a pas rejoint du reste dès sa création en 1949, mais qu'elle n'a rejoint qu'en 1955. Mais c'est un élément important parce que on a l'impression que l'OTAN serait un bloc monolithique. Premièrement, il faut rappeler que dans l'OTAN, il y a 22 pays membres de l'Union européenne et que ces 22 pays membres de l'Union européenne, quand ils parlent de livraison d'armes, quand ils parlent d'une coopération en matière de sécurité, une sécurité collective, c'est avant tout autant comme membre de l'Union européenne que comme membre de l'OTAN. Et que les livraisons d'armes des différents pays que j'ai mentionnés, la Slovaquie, la Pologne notamment, la Roumanie également, le font pas forcément qu'avec le drapeau exclusif que de l'OTAN. Il se trouve que la France est particulièrement bien placée, puisque les 700 hommes qu'elle a engagés depuis le début du conflit, 500 en Roumanie et 200 désormais en Estonie, le sont sous mandat de l'OTAN, alors que le président Emmanuel Macron ne cesse d'appeler l'autonomie, d'évoquer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Donc il y a un petit peu un paradoxe. L'OTAN, évidemment, est forte de ses membres. Ces membres ont décidé de renforcer chacun à leur niveau et selon leur capacité, leur budget de la défense. L'Allemagne va tripler son budget de la défense. L'Autriche va porter à 1%, ce qui est une révolution puisque l'Autriche est non membre de l'OTAN mais membre de l'Union européenne, mais néanmoins a un statut de neutralité. Et comme vous l'avez mentionné, un certain nombre de pays sont membres de l'Union européenne, aspirent à rentrer dans l'OTAN. C'est le cas par exemple de la Suède et de la Finlande. Donc on a un petit peu une concomitance d'agenda. Ça veut bien dire quand même, Emmanuel Dupuis, qu'aujourd'hui il y a ceux qui y sont et qui d'une certaine manière sont protégés. D'ailleurs, des pays non appartenant à l'Union européenne comme la Macédoine du Nord, je le dis parce que c'est l'appellation officielle, ou encore d'autres pays comme le Monténégro ont eu le statut de membre de l'OTAN alors qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Question de Tom Conan. Oui, enfin question et remarque aussi en général. Effectivement, moi je pense qu'effectivement la situation actuelle, même si c'était pas forcément la première idée qu'on avait avant la guerre en Ukraine, c'est que voilà, l'OTAN a sa légitimité, à son utilité de manière évidente. C'est vrai que depuis des années, on entendait beaucoup de responsables politiques à droite, à gauche dire que voilà, il pourrait être pertinent de sortir notamment du commandement intégré, voire de quitter l'OTAN. Enfin, c'était une proposition qui avait
quand même émaillé pas mal de camps comme ça à gauche et à droite depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, effectivement, on voit qu'en réalité, vu l'état de certaines armées européennes, y compris la plus importante, c'est-à-dire l'armée française, en fait, on n'est pas du tout en mesure, on ne serait pas en mesure d'aller sur un territoire vraiment en guerre et de mener une opération de manière efficace plus de quelques jours. C'est un sujet hier sur France Télévisions qui l'expliquait très bien. On voit que l'Allemagne va rattraper son retard, évidemment, après avoir été démilitarisée volontairement après la Seconde Guerre mondiale. Très concrètement, ce que vous nous dites, Tom, c'est que l'Europe en tant que telle ne peut pas assurer sa propre sécurité. Aujourd'hui, elle a besoin des États-Unis, donc de l'OTAN. C'est ça. Aujourd'hui, non. Évidemment, alors peut-être que dans 5 ans, si l'Allemagne porte son effort comme elle le veut à 100 milliards d'euros, ce qui en ferait d'ailleurs potentiellement la première armée européenne avant la France. Si la France, par ailleurs, continue ses investissements comme l'a déjà fait Macron et continue dans ce sens-là, là, éventuellement, il pourrait y avoir une autonomie progressive et un détachement, pas forcément de l'OTAN, mais en tout cas, une possibilité d'intervenir et d'exister en tant que tel sur ce terrain-là. Actuellement, c'est absolument pas le cas. Heureusement que nous sommes dans l'OTAN. Heureusement. La question de l'OTAN, mais aussi de l'Europe et de l'interdépendance, on y revient tout de suite avec Emmanuel Dupuis. Les vraies voix, Frédéric Brindel. Je vous le rappelle, nous sommes en plein débat. L'OTAN montre-t-elle son impuissance? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, Nos vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et puis Tom Conan. Et notre invité expert, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Alors, nous avions cette question volontairement provocatrice, cher Emmanuel Dupuis. L'OTAN montre-t-elle son impuissance? Mais je vais vous faire une... Alors, bon, c'est un côté affectif pour moi parce que je suis très proche de la ville de Novi Sad en Serbie, et en 1999, un 24 mars, les bombardements de l'OTAN commençaient à Novi Sad. À l'époque, il s'agissait d'agir dans le cadre de la guerre du Kosovo. Là, l'OTAN avait agi. Concernant l'Ukraine, l'OTAN n'a pas agi. On comprend bien que les enjeux ne sont pas les mêmes, qu'il y a la Russie de l'autre côté, mais c'est là qu'on y arrive. Impuissance, puisque face aux Russes, on ne peut pas faire la même chose. Oui, absolument. Ça fait partie des nombreux non-dits. D'ailleurs, Alexandre Vučić l'a dit. À partir du moment où le souvenir est très prégnant de ces bombardements de 1999, il n'est pas question que la Serbie intègre l'OTAN. Par contre, il est bien question depuis 2008 que la Serbie ait fait sa acte de candidature vers l'Union européenne. Et il y a un paradoxe finalement à ce que cette union soit unie, d'une certaine manière, cette alliance soit unie, c'est vrai, pour ne pas faire la guerre. Ça a été rappelé par le président Macron en disant qu'il y a consensus à ce qu'on ne fasse pas la guerre et qu'on livre du matériel militaire. Alors c'est déjà beaucoup, en soi, c'est déjà mieux que la mort cérébrale, mais ça ouvre une autre question. Et là-dessus, vous l'avez vous-même mentionné, l'OTAN, ce sont les États-Unis, puisque 80% du budget de l'OTAN est assuré par les États-Unis. La plupart des pays qui désormais vont tendre vers les 2% de leur PIB consacré à la défense, et c'est bien et absolument nécessaire qu'il y en ait plus que les 11 actuels sur les 30 pays, vont acheter du matériel américain. Donc d'une certaine façon, l'OTAN reste une structure sous cloche américaine, une structure de sécurité collective dont dépend le bon vouloir américain, et c'est peut-être là où le paradoxe est le plus évident, alors que les Américains, encore moins que les pays européens, ne veulent faire la guerre, avec peut-être un élément positif dans tout cela, c'est que cette crise aura au moins montré la nécessité de changer le narratif sur l'OTAN. Il s'agit bien d'une alliance militaire et non pas une organisation politico-militaire. Je crois d'ailleurs que c'est important, si on veut revaloriser le rôle de l'Union européenne, d'éviter de trop la comparer. L'article 5 de l'OTAN assure la sécurité des pays qui en sont membres. L'article 42, alinéa 7 du traité de Lisbonne, a plus une vocation aussi, à peu près l'équivalent de l'article 5, qui permet à un pays européen, s'il est attaqué, de faire appel aux autres. Mais encore une fois, je crois que ce serait se tromper de combat de vouloir comparer l'OTAN et l'Union européenne. Ce sont deux structures différentes. Un certain nombre de pays veulent rentrer dans l'Union européenne sans forcément vouloir rentrer dans l'OTAN. Et on a bien compris, la prédominance des États-Unis. D'ailleurs, on le rappelle, hein, Tom Conan, vous faisiez référence à l'incident qu'il y a eu, les Nord-Coréens qui envoient lors de leurs essais sur les mers du Japon une bombe, la Corée du Sud réagit, le Japon, donc ces pays qui sont sous protectorat États-Unis, ce qui veut dire que l'OTAN, évidemment, c'est Atlantique Nord, mais on peut imaginer qu'on peut faire un traité pacifique de l'autre côté avec les Australiens. Philippe Bilger.
Si je peux rajouter un élément là-dessus. Attendez, Philippe Bilger, et puis vous allez intervenir après, Emmanuel Non, Dupuis. Oui. mon cher Frédéric, là, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai été ravi d'être approuvé par Emmanuel. Donc je n'ai rien de plus à dire. Alors profitez de la situation, cher Emmanuel Dupuis. Oui, non, je voudrais réagir. Il y a effectivement cette volonté de la part des États-Unis de vouloir sortir du territoire actuel des pays de l'OTAN, qui, comme vous l'avez rappelé vous-même, 30 pays, dont certains ne sont pas membres de l'Union européenne, c'est le cas de l'Islande, de la Norvège, du Canada et donc de la Turquie, bien évidemment, et des États-Unis. Mais l'idée sur laquelle l'OTAN aurait une vocation à contenir la Chine, accessoirement à être une sorte d'alliance des démocraties, est une idée très dangereuse. C'est justement ce que j'évoquais. Il ne faut surtout pas donner l'impression que l'OTAN peut être comme ça un outil au service d'une politique étrangère de quel que soit l'État en question. Non, l'OTAN a été créée pour assurer la sécurité du territoire européen, bien sûr, dans un contexte très particulier. On peut le discuter face au pacte de Varsovie. D'ailleurs, c'est tout le fond du problème, puisque le pacte de Varsovie s'est dissous en 1991, alors que l'OTAN s'est élargie à partir de cette date. Et ça a été le problème aussi, puisque l'Ukraine demandait à rentrer dans l'OTAN. Tom Conan. En fait, tout le problème, effectivement, c'est qu'en effet, c'est toujours très compliqué de confondre une alliance, effectivement, de sécurité, une alliance militaire qui a un objectif donc spécifique, et ensuite une alliance ou une idée politique, effectivement, qui serait portée autour de l'idée, la défense de la démocratie, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, étant donné que les guerres en question sont quand même souvent menées au nom de la défense d'un certain idéal, hein, même Poutine a son idéal à défendre, un idéal mortifère et nauséabond, mais il a son idéal entre guillemets, et j'ai envie de dire, nous aussi on réplique pas uniquement pour la sécurité de l'Europe, même si c'est d'abord ça, mais également quand même pour défendre notamment le fait qu'on ne puisse pas envahir un pays comme ça, absolument sans raison, en violation du droit, etc. Donc en fait il y a toujours des valeurs sous-jacentes évidemment qui portent une intervention, que ça soit du côté offensif ou du côté défensif. Deuxième point, c'est vrai que les États-Unis ne veulent pas faire la guerre actuellement, et ça se comprend effectivement assez bien. Ils veulent éviter effectivement l'escalade, mais quand on regarde bien, effectivement, bon, on l'a déjà rappelé, mais je me permets quand même d'insister dessus, les États-Unis ont quand même un rôle assez intéressant et assez subtil quand même depuis le début, puisque à la fois ils n'interviennent pas directement, mais ils mettent une pression de malade avec les outils financiers, avec les outils réglementaires, avec l'arrêt des importations des hydrocarbures, ça joue un rôle très important. Ensuite, il y a eu un déplacement, il va y avoir un déplacement de Biden en Europe, donc il y a évidemment un rôle extrêmement. Il y est déjà, puisque symbolique. Joe Biden était Là, il vient à Bruxelles aujourd'hui, et Joe Biden ce soir donc va participer à la réunion des chefs d'État des 27 de l'Union européenne. Donc ça veut dire que effectivement il y a une présence. On évoquait le pacte de Varsovie, notamment vous, Emmanuel Dupuis. Nous évoquions les craintes de Poutine, et vous le rappelez, Tom Conan. Aujourd'hui, quand on n'est pas membre de l'OTAN, est-ce qu'on a une chance d'être un petit peu rapatrié par Poutine? Parce que je pense aux BRICS, vous savez, Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, on inclut aussi la Russie avec cela. Est-ce que finalement ce conglomérat peut devenir une antidote à l'OTAN? Alors il y a la volonté de la part de la Russie, effectivement, de se doter elle-même d'une sorte d'alliance orientale ou eurasienne, donc ça s'appelle l'Organisation du traité de sécurité collective. Pour l'instant, cette organisation qui a été créée en 1992 initialement, puis validée comme une organisation de plein exercice en 2002, a vocation à être une sorte d'OTAN au service de la Russie. Organisation du traité de sécurité collective. Les mots sont importants. L'article 5 de l'OTAN garantit la sécurité des 30 membres. L'article 4 de l'OTSC garantit la sécurité donc des pays qui la composent, la Biélorussie, Kyrgyzstan, Tadjikistan, l'Arménie ou le Kazakhstan. Le dernier point, qui est un élément très important, le paradoxe veut que le renforcement de l'OTAN ne sert pas l'OTAN en tant que tel, mais comme je le disais, les industriels américains qui, du coup, sont en train de récupérer des marchés que les industriels européens vont perdre. Le F-35 est désormais équipé 11 des 27 pays de l'Union européenne, et d'une certaine façon, on peut effectivement s'étonner que d'un côté, on appelle à l'autonomie stratégique de l'Union européenne, qu'on se félicite du renforcement des budgets, mais qu'en même temps, on ne puisse rien faire à cette déferlante des matériels américains. Les missiles Patriot vont être déployés ce week-end en Pologne. C'est la raison pour laquelle Joe Biden s'y rend.
C'était passionnant. Merci Emmanuel Dupuis de nous avoir éclairé. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Nos vraies voix restent avec nous. Place maintenant à Philippe Rossi.